Bonjour et bienvenue sur le Bon MJ. Aujourd'hui on va aborder un sujet un peu complexe qui peut parfois mettre le feu aux poudres dans certaines conversations de maîtres du jeu ou de rôlistes en général, c'est le système de règles. En tant que MJ débutant, une chose qui peut justement faire peur, ce sont les règles du jeu. Allez-vous savoir les maîtriser? Allez-vous être capable de lire ce livre épais comme le bras? Si vous ne comprenez rien aux règles d'un jeu, est-ce que ça signifie que vous ne pourrez jamais jouer dans son univers? Ou encore, les règles sont-elles vraiment nécessaires dans une partie de jeu de rôle? Tant de questions auxquelles on va essayer de répondre dans cette vidéo le plus rapidement possible. Dans cette vidéo, je vous propose de commencer par un rapide tour d'horizon pour voir ce que c'est qu'un système de règles. Puis on parlera de l'intérêt de les respecter ou non. Et enfin, je vous parlerai brièvement de 3 systèmes de jeu que j'affectionne et donc que je vous recommande. Le jeu de rôle a connu de nombreuses évolutions depuis sa création. Au départ inspiré des wargames, qui avaient des règles visant à simuler des batailles historiques ou non avec des figurines, le jeu de rôle a énormément évolué. Et aujourd'hui, il existe des jeux de rôle pour tous les goûts, que ce soit en matière d'univers ou en matière de système de règles. C'est le résultat de nombreuses années d'expérimentation par les joueurs au travers de leurs pratiques, mais aussi par les auteurs. Chaque groupe recherchant un plaisir de jeu différent à sa table, chaque auteur souhaitant retranscrire sa vision du jeu de rôle. Alors le système de règles, qu'est-ce que c'est? Le système de règles, c'est tout simplement l'ensemble de règles que l'auteur propose pour jouer à son jeu. Système que vous pouvez utiliser ou non. C'est important de le préciser, car comme le jeu de rôle est avant tout un jeu coopératif, qui vise à raconter une histoire, vous pouvez faire ce que vous voulez des règles. On n'est pas dans un jeu compétitif où les règles sont fixées dans le marbre pour que chacun ait les mêmes chances de gagner. Mais on y reviendra après. Et alors pourquoi y a-t-il des règles? En effet, comme le but c'est de raconter une histoire ensemble et de s'amuser, on pourrait très bien s'en passer. Eh bien oui et non. En fait, tout est affaire de goût. Certains joueurs et maîtres du jeu jouent sans règles, voire sans maître du jeu, mais la plupart du temps, il y a un minimum de règles. Et celles-ci servent en général à apporter soit de la cohérence, soit de la tension, soit des pistes pour aider les joueurs à structurer la narration, à structurer un peu la manière dont sera racontée l'histoire autour de la table. Très souvent, vous allez trouver des lancers de dés pour apporter un peu de hasard, mais parfois, il n'y en aura pas. La plupart du temps, vous verrez un maître du jeu qui va servir d'arbitre et de narrateur, et des joueurs qui incarnent des personnages, mais dans certains jeux de rôle, on ne fait pas la différence et il n'y a que des joueurs qui racontent tous ensemble au même niveau l'histoire. Dans de nombreux jeux de rôle, l'univers, les créatures, les objets, les environnements qu'on peut y rencontrer sont définis par de nombreuses statistiques pour essayer de créer un univers fictif avec des règles et des limites claires. Certains jeux de rôle ne proposent même pas d'univers. Donc s'il faut bien retenir quelque chose de tout ça, c'est que le jeu de rôle propose une infinité de manières de jouer différentes, que ce soit par la variété des jeux, par la variété des univers, des systèmes de règles, mais aussi par la variété des façons dont les joueurs vont s'emparer de ces règles pour jouer à leur table. Je vais pas commencer à détailler toutes les théories, en plus ça peut faire l'objet de débats enflammés. Si ça vous intéresse, vous pouvez le faire dans les commentaires. On va quand même parler d'une théorie assez intéressante, la théorie LNS. Alors la théorie LNS, qu'est-ce que c'est? En gros, LNS, ça vient du terme GNS, et c'est une théorie qui a été inventée par un auteur indépendant de jeux de rôle américain du nom de Ron Edwards. Alors cette théorie, elle date un peu, et Ron Edwards lui-même a dit qu'elle était obsolète, mais elle nous apporte quand même un vocabulaire assez intéressant pour définir les différentes manières de jouer dans le jeu de rôle. C'est pour ça que je vous en parle. LNS, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ludisme, narrativisme et simulationnisme. Ce que nous dit Ron Edwards dans cette théorie, c'est que les joueurs de jeux de rôle chercheraient des choses différentes quand ils jouent. Certains chercheraient principalement à raconter une histoire, ce seraient les narrativistes. D'autres voient dans le jeu de rôle un outil qui permet de simuler un univers fictif ou pseudo-historique, ce seraient les simulationnistes. Et enfin, les derniers verraient dans le jeu de rôle véritablement un jeu. Et en réalité, même si ça provoque un peu des conflits parmi les gens qui jouent au jeu de rôle, il y en a qui disent « Ah non, le vrai but du jeu de rôle c'est de raconter une histoire, d'autres de jouer, etc. » Chacun des jeux, en tout cas que j'ai pu expérimenter, intègre, avec un dosage différent, des aspects simulationnistes, des aspects plutôt ludiques, ou des aspects narrativistes. Je vais pas aller beaucoup plus loin dans cette théorie, c'est pas ce qui m'intéresse. Mais je tenais à vous présenter un peu ces 3 termes, parce qu'ils sont énormément utilisés sur les forums et par les gens qui parlent de jeux de rôle, et que moi-même je vais sûrement les utiliser pour décrire des jeux ou des mécaniques. Retenez surtout qu'il n'y a pas de hiérarchie entre narrativisme, ludisme et simulationnisme, et faites ce qui vous amuse à votre table. Alors cette partie elle va être un peu fouillie, je vous l'accorde, mais je vais répondre à plusieurs questions. Avant toute chose, retenez ceci. Dans la majorité des livres de jeux de rôle, vous trouverez dans les premières pages une note d'intention et quelques remarques sur comment utiliser ce livre. Et très souvent, vous verrez qu'il est écrit que les joueurs sont libres d'ajouter, de retirer, de modifier les règles comme ils l'entendent, car le but du jeu est avant tout que tout le monde s'amuse. Il sera également généralement écrit qu'il faut l'accord du maître du jeu pour modifier les règles. On considère souvent que le maître du jeu est l'arbitre des dites règles. Alors qu'est-ce que je pense de tout ça ?
Vous vous en doutez, si vous avez déjà vu d'autres vidéos sur cette chaîne, je suis tout à fait d'accord avec le fait que le but principal de la partie, c'est que tout le monde s'amuse et que les règles ne devraient pas aller à l'encontre de cet objectif. Donc ça veut dire que pour moi, on peut changer les règles dès lors que tout le monde est d'accord. Pas uniquement si on a l'aval du maître du jeu. Parce que pour moi, si le maître du jeu est arbitre des règles au cours de la partie, il ne devrait pas en profiter pour décider de l'ensemble des paramètres de la partie. Donc lorsqu'il s'agit de modifier des règles, je vous conseille de le faire avant ou entre les parties. Si par exemple il y a une règle qui vous a pas plu, discutez tous ensemble et si tout le monde est d'accord, on peut la changer. Et qu'en est-il de l'équilibre du jeu puisqu'on est en train de déconstruire son système de règles? Et cette question-là se pose surtout dans les jeux où il y a beaucoup de combats. On se demande alors, et si un personnage devient trop fort, qu'est-ce qui se passe s'il commence à voler la vedette aux autres? Qu'est-ce qui se passe si les combats deviennent trop faciles? Qu'est-ce qui se passe si les combats deviennent trop difficiles et que tous les personnages meurent? Personnellement, je modifie très peu les règles. Et j'ai plutôt tendance à ajouter des petites règles à la volée. Quand je le fais, c'est toujours pour accélérer le rythme de la partie ou pour simplifier une règle que je trouve trop encombrante. Et en faisant cela, je n'ai jamais observé de déséquilibre. Et en réalité, l'équilibre, ça m'importe assez peu, dans la mesure où un personnage ne devient pas beaucoup trop fort par rapport aux autres, et s'il ne prend pas trop de place dans la narration, ce que je veux éviter, c'est qu'un des personnages ne devienne pas Luke Skywalker pendant que les autres se tapent le rôle de R2-D2 et C3PO. Après, il est vrai que j'ai rarement joué à très haut niveau à des jeux comme Donjons & Dragons, il y a énormément de combats, énormément de capacités différentes, etc. Et donc si parmi vous, il y a des maîtres du jeu ou des joueurs qui ont déjà joué à très haut niveau comme ça, ou pour qui l'équilibre des combats est vraiment important, n'hésitez pas à faire profiter les autres de votre expérience dans les commentaires. Est-ce que je suis obligé de tout connaître par cœur? Non. Et si je ne me souviens plus d'une règle? Si tu as oublié une règle et que la chercher te prend plus de 10-15 secondes, je te conseille d'improviser, tu corrigeras le tir pour la prochaine fois. Ton but, c'est de garder une partie rythmée, de garder l'attention des joueurs, pas de feuilleter ton livre de 300 pages de règles. Et si les règles du jeu que j'ai acheté ne me plaisent pas, qu'est-ce que je peux faire? Là, on entre dans le vif du sujet, de ce dont je voulais vous parler dans cette vidéo. Il faut savoir que vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser les règles du jeu que vous avez acheté. Pour moi, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'un jeu de rôle, c'est la combinaison d'un système de règles et d'un univers, et les deux sont tout à fait indépendants. C'est-à-dire que si vous avez acheté par exemple le jeu de rôle The Witcher chez Arcane Asylum, moi je l'ai acheté et je trouve que les règles sont beaucoup trop compliquées, notamment pour mes joueurs qui, je le sais, ne vont pas lire les livres de règles. Alors c'est pas le cas de tout le monde, à certaines tables les joueurs achètent aussi les règles et s'intéressent énormément à celles-ci, mais moi c'est pas mon cas. Et c'est pour ça que je favorise toujours des jeux avec des règles simples. Mais revenons-en à mon exemple. Imaginons donc que j'ai acheté le livre The Witcher, et que ces règles, je les trouve trop compliquées, mais que j'ai envie de jouer dans l'univers de The Witcher, eh bien je vais tout simplement aller chercher des règles ailleurs pour jouer dans cet univers. Donc si les règles sont trop complexes pour vous ou pour vos joueurs, ou encore trop simples, ou que tout simplement elles ne vous plaisent pas, vous pouvez utiliser celles d'un autre jeu ou d'un jeu générique. Un jeu de rôle générique, c'est quoi ? Un jeu de rôle générique, c'est un jeu qui n'est pas spécifiquement rattaché à un univers. En gros, c'est un système de règles indépendant. Vous allez trouver des jeux de rôle génériques dont l'ambition est de pouvoir être utilisé dans n'importe quel univers, et d'autres plus spécifiques à des types d'univers. Qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, pour moi, Donjons & Dragons, c'est un jeu de rôle générique pour les univers médiévaux fantastiques. C'est-à-dire que quand vous achetez les livres de règles de Donjons & Dragons, on vous donne pas nécessairement de cartes du monde. On vous explique pas qui fait quoi, quelle est la politique du royaume, comment les gens vivent, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'univers spécifiquement rattaché à Donjons & Dragons. C'est des livres séparés, des suppléments qui vont apporter des univers que vous allez pouvoir utiliser avec ce système. Mais en soi, Donjons & Dragons, elle a plutôt l'ambition d'être une énorme boîte à outils pour jouer dans l'univers que vous voulez. En tout cas, c'est l'idée que je me fais de Donjons & Dragons. Maintenant, je vais vous présenter 3 systèmes de règles que j'affectionne et que je vous recommande. Alors avant toute chose, sachez que moi je joue à 99% du temps dans des univers que j'ai créés. Il faut aussi savoir que j'ai fait beaucoup de one-shot. Donc je suis très fan des systèmes génériques et simples. Et j'évite les règles trop complexes, surtout en matière de création de personnages, tout simplement parce que je sais que mes joueurs ne vont pas se plonger dans les livres, donc ça sert à rien qu'il y ait 50 000 options pour qu'ils créent leur personnage. Alors maintenant, quel jeu je vous propose pour vous qui peut-être débutez et qui cherchez un système de jeu simple et rapide? Le premier système que je vous propose, c'est un système qui est extrêmement répandu et très connu, c'est le système descent, ou système basique. Il est extrêmement simple pour les joueurs comme pour le maître du jeu à tous les niveaux. En tout cas si on en reste au principe de base, parce que vous pouvez évidemment rajouter des règles par-dessus. Alors qu'est-ce que c'est que ce système descent? C'est très simple. Les personnages vont avoir des compétences notées de 1 à 100. Pour savoir s'ils réussissent à faire une action, on va jeter un descent, donc une combinaison de 2d10, un qui va servir à faire les unités et un qui va servir à faire les dizaines. On va essayer de faire en dessous de notre score. Si par exemple mon personnage souhaite grimper à un mur et qu'il a 50 en escalade, il jettera un dé 100 et devra faire un score inférieur ou égal à 50. Ce qui, si vous me suivez jusque là, lui donne exactement 50% de chance de réussir. C'est extrêmement simple et ça s'adapte à absolument tout. Un jeu que j'affectionne beaucoup dans ce système, c'est
Brigandine. Donc, comme vous pouvez le voir, Brigandine, c'est un jeu qui tient dans un tout petit livre, et c'est un jeu qui s'adapte parfaitement à des univers médiévaux low fantasy. Alors quels univers par exemple? Pour ceux qui connaissent, donc peut-être un peu plus des rôlistes, je l'utiliserai pour Warhammer ou Symbaroum. Sinon, pour des univers plus connus auxquels s'adapterait parfaitement, à mon avis, Brigandine, on a l'univers de Game of Thrones ou encore celui de The Witcher. Donc c'est un jeu français, pas cher, léger, avec des combats extrêmement rapides et sanglants qui devraient faire plaisir à ceux qui n'aiment pas passer 45 minutes à résoudre un conflit armé. Donc pour moi c'est vraiment top et je m'en sers également avec quelques adaptations bien sûr pour faire jouer des one-shots de l'Appel de Cthulhu. Deuxième système, le système Savage World ou Faces. Savage World c'est le jeu que j'utilise en ce moment pour la campagne que je mène et Faces c'est un jeu qui est fortement inspiré de Savage World mais qui est plus simple. D'ailleurs Faces c'est un jeu du même auteur que Brigandine et donc lui aussi à un prix très accessible et en français. Alors le système de Faces et de Savage World, en quoi il consiste? En gros ici vous allez lancer des dés plus ou moins balèzes en fonction des forces et faiblesses de votre personnage. Par exemple, si votre personnage est très fort en équitation, il lancera un dé à 12 faces lorsqu'il essaiera de maîtriser sa monture. A contrario, s'il manque de bagou et qu'il doit bluffer ou essayer de tromper un garde, il lancera un dé 4, qui promet un score bien moins impressionnant. Parce que oui, l'objectif, ici, c'est de faire le score le plus élevé possible. À cela s'ajoute le fait que dans ces systèmes, on dit que les dés sont explosifs, ce qui veut dire que si quand vous les lancez, vous atteignez le score maximum du dé, par exemple 6 sur un dé 6, vous pouvez relancer le dé et additionner le score du nouveau jet avec celui du précédent. Donc par exemple, si je lance un dé 6 et que je fais 6, je peux le relancer. S'il redonne un 6, je peux le lancer une troisième fois. Et s'il donne enfin un 4, j'arrête de relancer, j'additionne mes résultats pour un résultat final de 16. Ce système permet donc des actions d'éclat pour les personnages, puisqu'ils peuvent atteindre des scores faramineux sur un coup de chance. Savage World comme Faces permettent de jouer dans n'importe quel univers. Par contre, le système de jeu apporte un certain ton. Vous vous en rendrez rapidement compte, les personnages sont très forts, sont de vrais héros, comme on peut en voir dans des films à la Indiana Jones, à la Star Wars. Alors, lequel des deux choisir entre Savage World et Faces? Je recommanderais Faces pour des débutants, parce qu'il est globalement légèrement plus simple et surtout que le livre je le trouve plus inspirant de par ses illustrations et il y a beaucoup plus d'exemples alors que Savage World je le trouve un peu plus abstrait mais par contre il ajoute une couche de complexité ce qui peut être intéressant si vous voulez des personnages plus détaillés ou si vous voulez mener une grande campagne. Enfin, le troisième système, ou plutôt la troisième gamme, j'ai du mal à lui trouver un nom, le troisième truc que je voulais vous présenter et qui pour moi est incontournable, c'est Chronique oubliée. Alors avant toute chose, je préfère vous prévenir, Chronique oubliée, je l'ai pas encore maîtrisé, mais j'ai pu y jouer en tant que joueur au Festival international du jeu à Cannes l'année dernière. Et c'était marrant de se mettre dans la peau d'un joueur et j'ai trouvé ça très efficace. Depuis, j'ai acheté plein de matériel Chronique oubliée et je compte lancer une campagne avec ce système dès que possible. Alors Chronique oubliée, qu'est-ce que c'est? C'est une fois de plus un jeu français. Il est inspiré de Donjons et Dragons, le jeu de rôle le plus connu dans le monde. Il utilise donc le D20 qui est un symbole dans le jeu de rôle. Alors qu'est-ce qu'il y a de particulier Chronique oubliée par rapport à Donjons et Dragons justement? Eh bien le système de Chronique oubliée est beaucoup plus épuré que celui de Donjons et Dragons. Particulièrement bien adapté aux débutants, je pense pas nécessairement aux MJ mais plutôt aux joueurs débutants. Parce qu'il faut savoir que Donjons et Dragons, même si pour moi c'est un très bon jeu, il fournit énormément d'options et les joueurs, à moins qu'ils s'investissent beaucoup lors de la création de leur personnage, ne vont pas commencer à feuilleter tout le bouquin et donc toutes ces options. À chaque passage de niveau, ça peut être too much. Alors que Chronique oubliée, lui, adopte un système avec des voies beaucoup plus simples. Je vais pas entrer dans les détails, revenons-en au système de base. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que dans Chronique oubliée, la mécanique de jeu principale, c'est que les joueurs vont lancer un D20, auquel ils vont ajouter des bonus et des malus en fonction de la situation et de leur personnage, et ils vont devoir atteindre un score le plus élevé possible pour dépasser une difficulté. Et la deuxième chose qu'il faut retenir et qui est assez intéressante avec Chronique oubliée, c'est que la gamme propose 2 boîtes d'initiation extrêmement bien faites pour des débutants complets. C'est-à-dire que le maître du jeu, il va être guidé, pris par la main de A à Z. Et les joueurs, ils vont avoir des personnages tout faits, des résumés de règles intégrés partout dans le matériel de jeu. Et donc, c'est excellent pour se lancer. Je n'ai pas fait jouer ces boîtes. Et du coup, si vous avez fait tester ces kits d'initiation, je vous propose de me donner vos retours d'expérience dans les commentaires. Et une des grandes forces de Chronique oubliée également, c'est qu'il propose 2 gammes. Une gamme médiévale fantastique, donc vraiment inspirée de Donjons Dragons, et une gamme contemporaine avec plein d'options pour jouer dans des univers de loups-garous, de mutants, de zombies, d'enquêteurs, bref, plein de choses différentes. Et du coup, il y a une boîte d'introduction pour le médiéval fantastique et une boîte d'introduction qui se passe dans l'univers de l'Appel de Cthulhu. Et une fois que vous avez terminé avec ces boîtes d'introduction, même si elles vous offrent beaucoup de possibilités, vous pourrez passer au niveau supérieur et vous procurer les livres de règles qui vont vous permettre vraiment de développer des grandes campagnes, de développer des grands univers, de faire des personnages encore plus variés. Voilà donc mes 3 systèmes favoris. Si vous avez un peu de bouteille, vous dites peut-être que ce que je vous ai présenté n'est pas très original et un peu old school. S'il y a des tas d'autres systèmes de jeu qui sont plébiscités comme Fate ou Powered by the Apocalypse, le système D6 ou encore des jeux où on joue avec des Jenga,
Ces systèmes assez anciens, de base, je les affectionne beaucoup. C'est subjectif, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. D'ailleurs, je vous propose de partager votre expérience avec d'autres systèmes et de nous parler des systèmes que vous préférez dans les commentaires. Et je vous invite également à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous êtes un maître du jeu débutant, je vous rappelle également que vous pouvez aller sur notre site web où on a créé un guide du maître du jeu débutant où vous allez trouver plein de conseils pour vous lancer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, appuyez sur la cloche si vous voulez rater aucune vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ.